L'émancipation politique du territoire de la côte française des Somalie, comme du reste pour les autres colonies de l'Empire français, intervient à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la naissance de la 4e République. Ces deux événements ouvrent en effet une nouvelle ère pour l'ensemble des populations des colonies qui ont payé un lourd tribut lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la côte française des Somalie, c'est par décret daté du 9 novembre 1945 et institué le conseil représentatif élu pour 4 ans et composé de 2 sections. Sur un total de 20 membres, le conseil est composé de 2 sections, à savoir une première section de 6 membres des citoyens français, entendez uniquement de blancs. La deuxième section, également des 6 membres, est composée par les indigènes selon la terminologie utilisée par les pouvoirs coloniaux. Le premier conseil représentatif est élu le 10 mars 1946. Saïd Ali Koubeche devient vice-président du conseil. En 1946, un jeune inconnu originaire de la ville d'Ali Sabiye, Mahmoud Harbi, fonde le club de la jeunesse somalie et Afar et sera de facto concurrent au club de la jeunesse arabe fondé par Saïd Ali Koubeche. Parmi les membres du club figurent notamment Hassan Gouled Abtidon, Mohamed Kamil et Ali Aref Burhan. Dès lors, Mahmoud Harbi, âgé seulement de 21 ans, dominera durant 10 ans la vie politique locale et son club marque profondément le destin du territoire. C'est plus qu'un ami politique, c'était mon mentor. Je suis venu à admirer cet homme parce qu'il y avait une association qu'on appelait Club Somali d'Ankali et dont le président était Abdi Dembil. Mahmoud est venu d'Ali Sabiye, jeune, et monté sur une table pour faire un discours. Et il était à l'adversaire de Abdi Dembil. Et à un moment donné, après son discours, je l'écoutais, il a dit textuellement en Somalie, ne dites pas Inayaro Talole. J'ai touché ma tête, j'avais à peu près la même coupe de cheveux comme lui, et c'est à partir de là que j'étais l'admirateur de cet homme. Ce Mahmoud Harbi, c'est la perspicacité, l'éloquence et la projection des idées de l'avenir. L'année 1956 marque un tournant dans l'évolution politique et institutionnelle des territoires d'outre-mer avec la promulgation de la loi cadre initiée par M. Gaston Defferre, ministre socialiste de la France d'outre-mer. Cette nouvelle loi du 23 juin 1956 fixe en effet le nouveau cadre du statut accordé aux colonies françaises. Parmi les nouveautés que cette loi augure, nous citerons entre autres la mise en place du suffrage universel, le collège unique, la création de conseils de gouvernement, la distinction entre services publics d'État et du territoire, l'élargissement du pouvoir délibérant des assemblées territoriales pour l'organisation et la gestion des services territoriaux. Pour la côte française des Somalies, les dispositions prévues par la loi cadre seraient appliquées par la promulgation de la loi du 14 avril 1957. Ainsi, la première assemblée territoriale fut élue le 23 juin 1957. À la faveur de ce scrutin, 2 grands leaders politiques du territoire, en l'occurrence Mahmoud Harbi et Hassan Gouled, qui n'ont pas pu se mettre d'accord, s'affrontent et présentent 2 listes concurrentes. L'Union républicaine pour Mahmoud Harbi et la défense des intérêts économiques et sociaux du territoire, plus connue sous l'acronyme du DIEST pour Hassan Gouled. C'est la liste l'Union républicaine 3 circonscriptions qui gagne les 30 sièges de l'Assemblée. Dans la foulée, Mahmoud Harbi devient le 30 juillet 1957 le premier vice-président du conseil de gouvernement de la côte française des Somalies. Il a pris sa revanche en 1957 ou 50, d'abord 56. Il a été élu député à l'Assemblée nationale. M. Hassan Gouled ne pouvait pas se présenter parce qu'il était déjà sénateur. Alors, après, il y a eu la loi cadre, la loi Defferre. Alors, il y a eu des élections en 1957, je crois. Oui, après. Et là, M. Mohamed Harbi a enlevé tous les 32 sièges. Il a tout gagné. Hein? Alors, il est devenu vice-président du conseil de gouvernement, député, et puis il avait la majorité de l'Assemblée. Là, c'est en ce moment-là que nous avons créé, que M. Hassan Gouled a créé le parti DIEST, Défense des intérêts
économique et social pour le territoire. J'étais président de ce parti à Aïssabié. Nous avons travaillé, et après un an et quelques mois, De Gaulle est arrivé au pouvoir. Il a tout changé. Il a présenté la 5e constitution aux Français. Et comme je vous le disais tout à l'heure... Il y a l'avènement donc de la 5e République. Alors, il y a eu, après le référendum, il y a eu de nouvelles élections à l'Assemblée territoriale. L'Assemblée qui s'appelait Assemblée représentative. Alors, maintenant, ça s'appelle Assemblée territoriale. Si la situation politique du territoire commence à s'apaiser, il n'en pas de même sur le plan économique avec une grave crise sociale qui pousse la population à manifester massivement dans les rues et à observer un mouvement de grève générale, et ce à la faveur de la visite d'une délégation des sénateurs. C'est donc dans cette atmosphère d'incertitude économique et sociale qu'est s'ouvrit l'année 1958, au cours de laquelle la côte française Somalie eut, comme du reste pour les autres territoires français d'outre-mer, à choisir entre l'indépendance ou l'appartenance à l'ensemble français. Au début de l'année 1958, deux événements majeurs mettent en exergue le véritable dessein politique de Mahmoud Harbi, vice-président du conseil de gouvernement de la CFS. Il s'agit de l'annonce du référendum constitutionnel pour septembre 1958 et l'approche de l'indépendance des Somalies italiennes et anglaises prévue pour le courant de l'année 1960. En effet, à l'annonce pour les populations des territoires d'outre-mer de choisir leur destin, Mahmoud Harbi estime que l'heure est venue de prendre l'indépendance offerte par la France, car pour lui, une pareille occasion ne se reproduirait sans doute dès sitôt. En fait, et tout le monde est d'accord aujourd'hui sur ce point, Mahmoud Harbi nourrissait un destin beaucoup plus ambitieux encore, avec la proclamation prochaine de l'indépendance de la Somalie italienne et anglaise en 1960. Harbi caresse le rêve de libérer Djibouti dès 1958 et négocie en position de force pour le leadership politique de la future Grande Somalie qui réunirait les trois ensembles somaliennes, c'est-à-dire italiennes, anglaises et françaises. En des termes plus clairs, Mahmoud Harbi projetait de créer une vaste république somalie dont les deux pôles seraient Djibouti et Mogadiscio et au sein de laquelle il pourrait briguer un poste de tout premier plan. L'ouverture de la campagne pour le référendum de septembre 1958, le 7 août, est marquée par une déclaration retentissante de par sa portée politique. Mahmoud Harbi annonce dans le journal Le Monde son intention de faire campagne par le nom et donc pour l'indépendance du territoire. Avec son statut de député et de vice-président du conseil de gouvernement, sa déclaration est accueillie avec stupeur. Jusqu'à cette date, nous étions ensemble, nous étions d'accord. Et avant cela, on était tous les deux à Paris. Nous avons assisté à une réunion à l'Assemblée nationale avec tous les membres du RDA, y compris Oufouet, Sékou Touré, Mokhtar Ould Daddah et j'en passe. Et nous avions décidé, tous, de voter pour la Constitution de 1958. Et Mahmoud me désigne pour rentrer à Djibouti afin d'annoncer la nouvelle que nous allons dire, que nous allons participer à cette Constitution, nous allons dire oui à la Constitution. Je lui dis, attention, Sékou est en contact avec toi, il ne faut pas. Le seul qui était contre cette situation, c'était Sékou Touré. Sékou est en contact avec toi, Mahmoud ne me fait pas mentir quand je rentre à Djibouti. Il me dit, tu peux y aller. Je suis venu, j'ai annoncé ça aux amis, nous préparions ça, c'était chez Ousmane Ali Bahdoun, et Mahmoud est venu après moi, 2 semaines après, et nous avions déjà eu des rumeurs comme quoi Mahmoud avait changé d'avis, et à l'arrivée à l'aéroport, nous l'accueillons, il y a M. Ahmed Hassan Liban Gohad qui l'interroge en montant de l'escalier, et Mahmoud répond, interroger Souad. Souad était petite, elle a dit non. C'est un personnage historique. À ce moment-là, comme vous avez dit tout à l'heure, j'étais presque son adjoint, j'ai demandé à ce que tout le monde se réunisse le lendemain chez Ousmane Ali Bahdoun. Là, on a interrogé Mahmoud et c'est là où il y a eu le désaccord.
mais l'Assemblée a été dissoute. Il y a eu, donc moi j'ai prôné pour le oui, Mahmoud a prôné pour le non, mais ce n'est pas pour autant que j'ai quitté l'homme, ni ses idées. La seule différence entre nous, c'était de dire oui ou non à la Constitution de 1958. Et il n'y a pas eu de rupture entre vous? Il n'y a pas eu de rupture. Donc moi j'ai été élu, la France a institué le régime, le système proportionnel. J'ai été élu comme d'habitude à Tadjoura sur la liste de Ibrahim Sultan. Et Mahmoud a été élu avec 7 autres camarades, je crois, sur son projet. Et moi, dès que j'ai été élu, nous avons élu M. Hassan Gouled, paix à son âme, comme vice-président du conseil de gouvernement. Il s'était opposé à son ami Mohamed Kamil. M. Boulouk Abdou Feu également et moi, nous avons soutenu l'idée de faire succéder Anissa à Anissa pour ne pas faire la division entre les amis. Et Hassan Gouled a été élu vice-président du conseil de gouvernement. À partir de ce moment-là, moi je suis rentré dans l'opposition. Bien sûr, l'opposition, c'est Mahmoud. Avec Mahmoud, on s'est réunis un soir, secrètement, derrière l'Assemblée qui vient d'être démolie. Il m'a annoncé qu'il allait s'absenter. Qu'il allait quitter le pays, qu'il allait à l'Assemblée nationale prendre de l'argent de la questure et s'en aller se réfugier quelque part. Et c'était l'Égypte. Et nous étions restés, et je lui ai conseillé, il avait un goitre, je lui ai conseillé de faire d'abord l'opération, de se faire enlever le goitre. C'est ce qu'il a fait. Après, il est revenu à Mogadiscio, et là, il a gêné les leaders somaliens de l'époque, qui n'étaient pas... Lui, son idée, c'était toujours de devancer les autres Somalis pour annexer. Jusque-là, on était d'accord. À partir de cet instant, Mahmoud Harbi est isolé sur le plan politique car l'ensemble de ses amis politiques se désolidarisent et se déclarent l'un après l'autre en grande majorité en faveur du oui. Sur les 8 membres du conseil de gouvernement, 6 se déclarent pour le oui, ainsi que 21 conseillers de l'Assemblée sur 30. Hassan Gouled Abtidan et Mohamed Kamil sont les leaders du camp favorable au oui, avec un argumentaire qui consiste à dire que l'indépendance doit suivre un processus par étapes, qui passe d'abord par un statut d'autonomie au sein de la communauté franco-africaine et ensuite, au bout de 5 ans, une indépendance automatique. Cette promesse du gouvernement français est d'ailleurs contenue dans le texte constitutionnel soumis au référendum. Tout compte fait, le 28 septembre 1958, le référendum donne son verdict. 75% de 8661 électeurs se prononcent en faveur du oui contre 25% pour le non. Ce taux de 25% pour le non est le plus élevé de tous les territoires français d'outre-mer, à l'exception de la Guinée qui vote pour le non à 97,5%. 4 jours après le référendum, l'Assemblée territoriale se réunit dans une ambiance tendue et procède à un vote de confiance en faveur du vice-président du conseil de gouvernement. Par 15 voix contre 10, l'Assemblée renouvelle sa confiance à Mahmoud Harbi. La configuration politique est inédite. En effet, un territoire qui a voté pour le oui conserve à sa tête un vice-président qui a fait campagne pour le non. Cette situation politique est inacceptable pour le pouvoir colonial et les sanctions ne tardent pas à tomber. Le chef du territoire, Maurice Mekker, suspend de leurs fonctions les ministres partisans du vice-président du Conseil, ce qui occasionne les incidents en ville avec des manifestations sévèrement réprimées par les services d'ordre. 2 ministres, et non des moindres, celui des Affaires intérieures et du Travail, sont arrêtés et condamnés le jour même en audience des flagrants délits. Harbi sera lui blessé dans ces incidents. Le gouvernement central va aller plus loin dans la sanction. Le 21 octobre, un décret est promulgué portant dissolution de l'Assemblée territoriale. Tirant les leçons des événements, le gouvernement central change encore une fois de fusil d'épaule. Le scrutin de liste majoritaire est abandonné au profit du scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Le nombre total des membres de l'Assemblée est porté de 30 à 32 conseillers. La nouvelle constitution prévoit pour les territoires d'outre-mer ayant voté pour le oui un délai de 4 mois au cours duquel chaque assemblée territoriale doit opter pour son territoire entre 3 statuts. Celui du département français d'outre-mer,
d'États membres de la communauté et enfin des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire les statu quo. Hassan Gouled et Mohamed Kamil, qui sortent renforcés du référendum, invitent l'Assemblée à voter pour les statu quo. Après un déplacement à Paris où il rencontre le général de Gaulle pour plaider la cause du territoire et après l'assurance de ces derniers, Hassan Gouled sera suivi par l'Assemblée qui vote à une large majorité 27 pour et 4 contre pour les statuts des territoires d'outre-mer. Le 24 décembre, l'Assemblée procède à l'élection du Conseil de gouvernement. Hassan Gouled est élu vice-président du Conseil de gouvernement et Mohamed Kamil devient ministre des Affaires intérieures. C'est ainsi que l'année 1958, riche en événements, s'achève. Le grand rêve de panasomalisme de Mahmoud Harbi s'est définitivement écroulé. Il est désormais clair à partir de cette date que l'avenir politique du territoire se fera sans lui. Il prend la décision au début de 1959 de quitter Djibouti pour ne plus y revenir. Il effectue une longue tournée qui le mène successivement au Caire, à Mogadiscio, en Europe de l'Est et à Pékin. En juillet 1960, il assiste aux fêtes de l'indépendance et à la naissance de la République de la Somalie. Sur place, il jette les bases d'un front de libération de la CFS. Au mois d'octobre 1960, une tragique nouvelle parvient à Djibouti. Mahmoud Harbi a trouvé la mort dans un accident d'avion entre Genève et Le Caire. C'est très difficile d'accuser la France, on peut dire les Occidentaux, parce qu'il gênait aussi les Italiens, puisqu'il a fait concurrence aux leaders somaliens que les Italiens avaient mis en place, notamment Abdel Abdullahi ici, je crois. Et quand il faisait un discours comme il faisait ici, comme c'était un monsieur qui était très charismatique, les Somaliens se sont détournés carrément de leur leader et sont tournés vers Mahmoud Harbi. Donc il était en passe de réaliser son rêve de ce qu'on appelait la grande Somalie. Et à ce moment-là, moi je penserais plutôt à une association peut-être de plusieurs services spéciaux, dont les Italiens également, puisque l'avion est tombé dans le golfe de Gênes, entre le Caire et Rome. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un assassinat. Je suis presque sûr qu'il y a eu un attentat contre l'avion de M. Mohamed Harbi. Avec la disparition de Harbi, une page de l'histoire du territoire est définitivement tournée. Et une autre commence.